Voilà, donc dans ce défi 5 clics pour 5 déclics, hein, il y a le mindset. Le mindset qui est partie prenante en fait pour démarrer et perdurer dans une activité entrepreneuriale. Le mindset qui est basé sur plusieurs points, dont un point, c'est le positivisme. Et pour ça, eh bien, j'ai souhaité donc m'associer pour cette interview à Philippe Guébillet. Bonjour. Bonjour Philippe Guébillet. J'ai voulu m'associer à vous. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes cofondateur et vice-président de la Ligue des optimismes. Des optimistes de France, absolument. Des optimistes de France, voilà. Vous êtes prof de psychologie et de management, psychologie positive, hein, je crois. Oh, vous savez, quand on est prof dans une université, on est prof de psychologie. Après, on a ses petites préférences, mais moi, je suis prof de psycho et de management, globalement. J'enseigne tout. Il est même arrivé d'enseigner la psychanalyse pour vous dire mon ouverture d'esprit, quand même. D'accord, ok. Et tout ça à la SCP Business School. Hein. Absolument. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la psychologie. Donc, aujourd'hui, j'aurais aimé... Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter? Non, mais effectivement, moi j'ai toujours travaillé sur ces sujets-là, que ce soit l'optimisme, l'audace, les changements de vie. Et le dernier, ça porte sur l'inattendu dans nos vies. Voilà, comment se laisser surprendre. Comment se laisser surprendre, hein, très intéressant. Eh bien, tout de suite, je vais démarrer. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment conserver l'optimisme dans un monde entrepreneurial hostile? Disons que les philosophes, d'ailleurs, et les psychologues disent eux-mêmes qu'il y a deux catégories d'optimisme dans le fond. Il y a l'optimisme qui est un trait de caractère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait en philosophie aussi un optimisme ontologique. Il y a des gens, ils sont vraiment en eux-mêmes, en tant que tels, c'est des hommes ou des femmes qui sont profondément optimistes, ils le portent en eux, vous voyez. Donc ils vont vraiment naturellement voir le verre à moitié plein, anticiper que les choses peuvent s'améliorer. Bon, il y a des gens qui sont comme ça. Mais tout le monde ne peut pas être comme ça. Donc, il existe un deuxième type d'optimisme, c'est que ce qu'on appelle, nous, l'optimisme méthodologique, c'est-à-dire une façon délibérée de voir la réalité de façon à la rendre, on va dire, plus énergisante, si vous voulez. Parce que le problème, bien sûr, qui se pose avec le chef d'entreprise, par exemple, c'est que c'est un monsieur ou une dame qui, en fait, n'est pas tout seul. Il a quelques collaborateurs, parfois beaucoup, des clients, un banquier, un notaire, des fournisseurs, etc. Donc, c'est quelqu'un dont l'attitude et le comportement vont avoir un impact, qu'il le veuille ou non, ou qu'elle le veuille ou non, vont avoir un impact sur les parties, ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui sont autour de lui. Vous savez, il y a une jolie phrase en français qui dit que quand on devient parent, on a charge d'âme. Bon. Quand on devient entrepreneur, on a charge d'état d'âme. Voilà. C'est-à-dire on va devoir en permanence, à travers ses propres propos, entretenir la confiance, l'énergie, l'engagement, etc. Et donc, travailler son optimisme, dans le fond, c'est quasiment une discipline, mais c'est une discipline qui est assez carrée, vous voyez, enfin assez précise. C'est une discipline, à mon avis, c'est une discipline à 3 niveaux. D'abord, c'est une façon, on s'entraîne quand on veut, on va dire, développer une dynamique optimiste vers les autres. On va d'abord s'entraîner au quotidien, surtout dans les situations d'incertitude. On va s'entraîner à anticiper en permanence l'amélioration possible des choses. C'est-à-dire que, bien évidemment, on est tous conscients de nos faiblesses, nos défauts, tout ça, très bien. Mais l'optimiste dit, la messe n'est pas dite, quoi. Voilà. L'optimiste vous dit, oui, ok, il y a des tas de trucs qui ne vont pas, mais ça, c'est sûr. L'optimisme, ce n'est pas de la naïveté, hein, c'est de dire, ouais, effectivement, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Mais on fait un pari, c'est que ça peut s'améliorer. On n'a pas tout essayé. Il y a peut-être des solutions qu'on n'a pas encore envisagées. On a peut-être des marges de manœuvre qu'on n'a pas encore vues. Vous voyez, il y a une espèce de posture globale autour de l'idée l'amélioration est possible et quoi qu'il nous arrive, il doit pouvoir être possible d'en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment le point central, vous voyez, de la posture optimiste et dans la vie entrepreneuriale en particulier. Et le deuxième point, c'est que pour pouvoir faire vivre cette attitude, vous voyez, très c'est possible, on peut changer les choses, etc.,
va y avoir deux petits points d'ancrage. D'abord, il y a un point d'ancrage en termes de perception. C'est la fameuse histoire du verre à moitié plein, hein, c'est-à-dire que l'optimisme, c'est aussi un entraînement quotidien à essayer de voir ce qui va bien. Mais c'est mieux d'ailleurs, c'est non seulement s'entraîner à essayer de voir ce qui va bien, mais voir ce que ça nous apprend, ce qui va bien. C'est que l'histoire du verre à moitié plein, c'est ça, c'est dire il y a une réalité qui est ambiguë, je vais me focaliser en priorité sur la partie la plus intéressante de cette réalité, celle qui est le plus à même de m'apporter de l'énergie, de la satisfaction, etc. Il y a un vieux proverbe oriental qui dit « Comme mon meilleur ami est borgne, ben je le regarde de profil ». Voilà, c'est cette idée. Hein. On va donc essayer de regarder ce qui va bien. Et ça, c'est un entraînement parce que ça ne va pas toujours de soi. Hein. C'est logique, hein. Les êtres humains, ils ont, pour des raisons un peu darwiniennes, voilà, on a l'habitude depuis la nuit des temps, plutôt de regarder ce qui ne va pas, parce que regarder ce qui ne va pas, pendant des milliers d'années, c'est ce qui nous a sauvés. On peut dire que voir ce qui va bien, c'est aussi un luxe de gens civilisés, c'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, on a beaucoup plus de marge de manœuvre aujourd'hui qu'avaient nos ancêtres. Donc, je vais avoir cet aspect-là. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est lié à l'optimisme, qui est le volontarisme. Le volontarisme au sens où, de toute façon, si je ne fais pas les choses, il ne se passera rien. Donc, il y a une espèce de pari là aussi sur le fait que la volonté, le désir d'action sont des éléments déterminants. Donc, vous voyez, avec ces trois points-là, le triangle, on anticipe que ces choses pourraient s'améliorer, on va quand même regarder d'abord ce qui va bien, et puis surtout, on va affirmer la puissance de la volonté sur l'amélioration des choses, le changement, etc. Donc, ces trois éléments-là, on ne les a pas obligatoirement, vous voyez, en soi, quoi. Tout le monde n'est pas comme ça. En revanche, on peut décider de dire, bon, je vais travailler dessus. Je vais travailler dessus, surtout dans des moments clés. Moi, j'ai beaucoup de copains qui étaient vraiment au départ des vrais pessimistes, hein, mais qui me disent, tu sais, dès l'instant où maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, je connais mes faiblesses, je connais ma vulnérabilité, qui est être ontologiquement un pessimiste, mais d'un point de vue méthodologique, dès que je suis en réunion avec mes collaborateurs, dès que je rencontre des investisseurs, dès que je vois des fournisseurs, je vais, en tout cas pendant ce moment-là, véritablement rentrer dans un rôle qui est un rôle, on va dire, créateur de possibilités, en étant celui qui va dire que c'est possible, où sont les marges de manœuvre, on va trouver des solutions. Et donc, ça n'est pas toujours, c'est pas toujours naturel pour tout le monde, vous voyez. Mais en tout cas, cette discipline relationnelle va avoir un impact sur justement l'état d'esprit, le mindset des autres en face, au fil de l'eau. Tout à fait. Et c'est ce qui d'ailleurs entraîne le mouvement du coup, parce que lorsqu'on est à l'inverse, on est dans le pessimisme, on est dans l'absence de mouvement, de motivation. Alors, ça, il faut se méfier de ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, pour être honnête. Parce que ça laisserait sous-entendre que l'optimiste aurait tout compris et le pessimiste, il n'aurait pas compris. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que optimisme et pessimisme sont deux énergies totalement fonctionnelles, vraiment. Et quand on les utilise au bon endroit, c'est formidable. Vous savez, si vous êtes aujourd'hui responsable de la sécurité sur un site Céveso, si vous êtes entrepreneur dans un domaine où vous touchez à des médicaments qui touchent à la santé humaine, etc., votre optimisme, il va falloir parfois le calmer un peu quand même. Hein. C'est-à-dire que le pessimisme, c'est, dans certaines situations, avoir de même la capacité à aller voir là où ça coince, où est-ce qu'on est bloqué, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Parce que la lucidité sur ces points-là est un élément important parce que, vous voyez, l'optimisme est une modalité, le pessimisme en est une, et tout l'enjeu d'une vie humaine, et en particulier quand on est entrepreneur, je peux vous dire, c'est d'arriver à maintenir, vous voyez, cet équilibre en permanence entre les deux. Il y a vraiment des moments où le discernement va nous conduire à adopter temporairement, hein, mais une posture plus pessimiste, parce que derrière, ça veut dire vigilance, précaution, protection, plan B, gestion des risques, et ainsi de suite. Voilà. Alors, en revanche, ce qui est dommage, c'est d'être pessimiste quand tous les voyants sont au vert pour être optimiste. C'est-à-dire qu'on a des ressources, les gens sont prêts à y aller, on a des marges de manœuvre, etc. Et là, on dit, ah bon, non, ça n'a pas marché. Non, ça ne va pas aller. Ça. Non, il faut se méfier, il ne faut pas faire trop vite confiance. Il est aussi dangereux, vous voyez, d'être pessimiste alors que le contexte vous conduirait à être optimiste, qu'être optimiste quand le contexte vous dit « fais attention, tu es en train de courir des gros risques ». Et donc, il faut vraiment réapprendre à réconcilier ces deux dimensions,
Mais dans la vie quotidienne, je ne vous cache pas que la posture d'énergie, la posture de mise en énergie, c'est délibérément l'optimisme. Le pessimisme pouvant être une très très pertinente énergie de régulation, voyez, surtout dans des moments de grand risque. D'accord. Et donc, si je l'applique à ma question, c'est comment conserver l'optimisme dans un monde entrepreneurial hostile? La première, ce que j'entends, moi, c'est être lucide. Être lucide et poser. Alors, voilà, il faut être lucide déjà sur il y a un certain nombre de points, comment vous dire, il faut à la fois être lucide, je dirais, il faut être lucide et il faut se donner à soi-même un certain nombre de droits et de permissions. Il faut être lucide sur deux choses. D'abord, ça c'est très important. D'abord, il faut vraiment, ça c'est un point de départ clé en optimisme, vous voyez, il va falloir être lucide sur nos forces et celles des autres. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai besoin pour pouvoir me maintenir en énergie, voir pourquoi, où est-ce que je suis bon, où est-ce que j'ai des qualités, où est-ce que j'ai des savoir-faire. Et les gens qui sont autour de moi, le meilleur d'eux-mêmes, c'est quoi? Il faut savoir que chez moi, chez les autres autour, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais ça s'appelle la vraie vie, mais ça sert strictement à rien de ruminer sur ce truc-là. Vous voyez, regardez en permanence ce qui ne va pas chez les gens pour essayer de les améliorer. Moi, je dis souvent, c'est un luxe d'immortel. Si vous êtes Highlander, vous pouvez faire ça, mais la vie étant extrêmement courte, on n'a pas le temps. On ne peut, en fait, avec le peu de temps qu'on a en ce monde, que si on veut faire la différence, on ne peut que capitaliser à fond sur les points forts, les capacités, les compétences, et voir ce qui va se passer. Il y a la plupart d'ailleurs des gens extraordinaires, on en a des tas d'exemples autour de nous. La plupart des hommes et des femmes extraordinaires en ce monde, ils ne sont extraordinaires que parce qu'ils ont capitalisé sur des choses fortes qu'ils avaient en eux. Et à côté de ça, tous sans exception sont bourrés de défauts. Hein. Leurs proches vous le confirmeront. Donc c'est vouloir corriger ces défauts, c'est un truc, je dirais, c'est d'abord une marque d'orgueil invraisemblable, croire qu'on peut comme ça se changer soi-même, puis c'est quelle perte de temps. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas dans l'action. Donc vraiment, premier point, regardez ce qui va bien. Deuxièmement, ça c'est le deuxième point, j'en avais déjà parlé, mais il est fondamental, quand on veut s'entraîner, on veut travailler son mindset, toujours se dire, à cet instant précis, dans cette situation-là, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui m'échappe totalement? Qu'est-ce qui est de l'ordre du non décidable? Et quels sont les points, même petits, même infimes, sur lesquels on peut faire des trucs, on peut tenter, on peut influencer. Il y a des marges de manœuvre. Mon libre arbitre peut jouer. Il y a une vraie distinction à faire, vous voyez, entre les points sur lesquels on peut quelque chose, où on a un peu d'influence, voire de contrôle, hein, et les points sur lesquels on ne peut rien. Dès l'instant où je me mets, à la fois chez moi et chez les autres, dans cette posture, mes forces et mes qualités d'abord, les marges de manœuvre d'abord, et donc temporairement, on laisse de côté les points faibles et les blocages, là, on commence à avoir une bonne base. Ça, c'était les deux informations à trouver. Et puis après, il y a les permissions. Il y a deux permissions, me semble-t-il, qu'on doit se donner, en particulier quand on est entrepreneur. Il faut une bonne fois pour toutes renoncer à la décision parfaite, hein, et la solution parfaite. Il est rarissime que ça existe, et généralement, quand on tombe dessus, c'est par hasard. Donnons-nous le droit, au quotidien, ça va entretenir l'optimisme même de tout le monde autour, donnons-nous le droit, vis-à-vis des sujets qu'on va rencontrer, de trouver des solutions temporaires, imparfaites, partielles, bricolées s'il le faut, mais qui vont permettre de passer à l'étape d'après. Le perfectionnisme ne se justifie que dans un tout petit nombre de cas, et qui la plupart renvoient d'ailleurs ou au respect de la loi ou à la vie humaine. Après le reste, on a le droit, je dirais, d'avancer par imperfections successives, imperfections créatives d'ailleurs souvent. Hein. Et je dis d'ailleurs souvent que moi je suis d'une génération ayant plus de 60 ans, j'ai une génération où on nous expliquait que dans les entreprises, il fallait vraiment laisser aux gens le droit à l'erreur. Mais quand je parle de ça à mes enfants qui ont une vingtaine d'années, me disent que le droit à l'erreur, ils s'en moquent un peu, quoi. Eux, ce qu'ils veulent qu'on leur donne, c'est le devoir d'essayer. Voilà. Et je pense que l'optimisme, c'est si on donne aux gens le devoir d'essayer, on accepte les solutions imparfaites, temporaires, etc. Ça, c'est la première permission. Et la deuxième permission que l'optimisme va se donner et donner aux autres, hein, c'est accepter l'idée que les choses ne vont jamais se passer comme on l'avait anticipé. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit est un monde d'inattendu.
il faut non seulement faire avec, mais il faut même se réconcilier avec cet inattendu. Il faut se dire, face à l'inattendu, face à l'imprévu, face à l'accident, face au pépin, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Moi, je dis souvent que là, vous savez, dans le monde de l'entreprise, c'est logique, hein, on fonctionne par plan d'action marketing, plan stratégique, plan de développement, plan d'implantation de l'usine, bon, voilà, ou du système informatique. Mais quelqu'un qui a juste une toute petite expérience de la vie vous confirmera que la plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme prévu. Voilà, la réalité n'est pas faite avec des plans. La réalité est faite avec des aléas qui vont nous tomber dessus et qui vont nous apprendre à revoir notre plan en fonction de ce qui s'est passé. Donc, vous voyez ça aussi. Et si on maintient cet état d'esprit-là, pour soi-même et pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on va changer la psychologie de tout le monde, mais on va globalement, je dirais, créer un espèce d'univers dans lequel les gens vivront au quotidien dans une idée simple, c'est que même si c'est difficile, tout peut encore devenir possible. C'est ça, dans le fond. Vous voyez, la vraie posture optimiste de l'entrepreneur, elle est là. C'est vraiment aborder le monde plutôt, tant qu'à faire un choix, vous voyez, plutôt avec confiance a priori dans l'avenir, bon. Mais en même temps, la conviction qu'en cas de souci, de problème, quoi que ce soit, on saura quoi faire, ou individuellement, ou collectivement. C'est vraiment, il y a à la fois vraiment confiance dans le monde, et claire conscience de sa propre capacité d'action dans ce monde-là. C'est sur ces deux bases-là que se construit un optimisme individuel, et puis bien évidemment, par surcroît, un optimisme collectif. Tout à fait. Et c'est ce qui permet de mieux vivre, en fait, les situations, parce que, comme vous le rappelez si justement, en fait, rien n'est parfait. Tout est imparfait, entre guillemets. Oui, il y a toujours voilà, c'est ça. Et quand par hasard, ça apparaît comme parfait, d'abord, ça peut être un accident, et puis c'est parfois une illusion d'optique aussi. Voilà. Ça me refait penser à, je sais pas, il y a peut-être 2 ans en arrière, j'ai été visiter l'île Paul Ricard. Aux Ambiers. Aux Ambiers, voilà. Et ils ont fait en fait tout un parcours, ils ont fait un musée extérieur qui retrace toute l'histoire de Paul Ricard et qui donne des petites anecdotes sur ce qui lui est arrivé. Quand on regarde, c'est vraiment un bâtisseur, quand on voit tout ce qu'il a fait, je veux dire, dans le Sud. Et il est arrivé un jour, lorsqu'il construisait le circuit du Castellet, il arrive un jour sur le circuit du Castellet et tout le monde est arrêté. Plus aucun ouvrier ne travaille. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, mais vous comprenez, il y a quelqu'un qui a dit, etc., qu'on ne pouvait pas, machin. Il a même rien dit. Il est monté dans le tractopelle et il a commencé à s'occuper du tractopelle. Donc, il ne s'est pas occupé de réfléchir. Il est passé tout de suite à l'action. Il faut qu'on avance parce que c'est ça aussi. Bon, ça lui a bien réussi parfois. Il est temps aussi il est bon de prendre un peu de recul et de ne pas tout de suite passer à l'action. Mais oui, vous avez raison, mais vous voyez, là aussi, on voit bien. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de m'occuper en tant que prof ici à l'ESCP de jeunes entrepreneurs. Bon, donc des jeunes, des garçons et des filles autour de 22-23 ans, et puis qui ont cette idée, ils aimeraient bien entreprendre, de plus en plus souvent d'ailleurs dans les nouvelles technologies, des choses comme ça. Et on les suit sur des parcours qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je dis toujours, moi, je repère très, très rapidement celui ou celle qui entreprendra jamais rien. D'accord. C'est celui ou celle qui attend d'être prêt. C'est ça. Dès l'instant où mon projet se transforme en horizon mental, vous savez, on ouvre le dictionnaire, définition du mot horizon, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Voilà, donc là, dans un cas comme ça, malheureusement, parce que dans le fond, on n'est jamais prêt. Vous voyez, au niveau entreprise, on n'est jamais prêt à entreprendre. Un expert vous dirait, oui, mais il vous manque ceci, il vous manque cela. Dans le fond, on n'est jamais prêt. Bon, on n'est jamais prêt. Les choses fondamentales de la vie, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à changer de boulot. On n'est jamais prêt à monter un foyer. On n'est jamais prêt à se marier. Dans le fond, on n'est jamais prêt à rien. Mais pourtant, on le fait. Et d'ailleurs, on est sur cette idée qui est très, je trouve intéressante, c'est que pendant des siècles, dans le fond, on a cru que, dans une approche très cartésienne, vous voyez, une bonne décision de vivre, c'est une décision qu'il fallait peser longuement, le pour et le contre, etc. Puis quand on avait trouvé la bonne solution,
on prenait la décision et on l'implémentait, comme on dit. Sous-entendu, la qualité de ma décision se construisait avant que je la prenne. Il fallait que je passe le temps qu'il faut avant pour pouvoir prendre une bonne décision. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est plus possible parce que le monde va trop vite, on n'a pas toujours l'information, c'est turbulent. Et le concept de bonne décision en 2022 a changé. Aujourd'hui, une bonne décision entrepreneuriale, une bonne décision de vie, c'est quoi? C'est une décision que je prends une bonne fois pour toutes, même si je n'ai pas tous les éléments, mais qu'à partir de ce moment, je vais tout faire pour essayer de rendre bonne. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de complexité où la qualité des décisions qu'on prend, dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, la qualité des décisions qu'on prend se construit et se constitue après qu'on les ait prises. Tout à fait. Ça, c'est une belle conclusion pour cette première partie. En deuxième partie, puisque vous êtes aussi indépendant, donc pas chef d'entreprise au terme de statut, forme juridique, mais indépendant quand même, hein. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager quelques étapes importantes de votre vie d'entrepreneur, d'indépendant? En fait, vous savez, moi, je me suis retrouvé à être indépendant parce qu'à un moment donné, j'étais dans une entreprise, grande entreprise publique, que j'ai quittée. Voilà, j'ai été licencié de cette entreprise. Mais en fait, il y a des tas de choses que je savais faire. Moi, j'avais été consultant, j'avais été formateur dans d'autres structures. Et je me dis, bon, avant que je trouve du travail, j'espère que je vais en retrouver, mais de toute façon, il va bien falloir que je vive. Et donc, comme j'étais pas j'étais pas moi très entrepreneur dans l'âme, dis donc je vais trouver un statut léger et ça me permettra de ce que j'ai fait. Et c'était en 92, vous voyez, et voilà, j'y suis toujours. Bon, donc moi je savais faire quoi? Je savais vendre de la formation, je savais faire du conseil, et surtout j'étais déjà à l'époque conférencier de métier professionnel. Donc moi je vendais des prestations de conférences à des entreprises dans le cadre de grands événements. Et c'est ça que j'ai continué. Mon cœur de métier, ça a toujours dans le fond été ça. Et bon. Mais en revanche, je suis toujours très incompétent sur les aspects de gestion. Je suis pour des raisons aussi, voilà, je suis dyscalculique, si vous voulez, voyez, donc je n'arrive pas à identifier les chiffres, je ne sais pas traiter les valeurs numériques. J'arrive à 64 ans en n'ayant jamais su compter, c'est bien la preuve qu'on peut réussir dans la vie sans savoir faire ça, mais c'est un peu encombrant. J'ai eu la chance, il faut bien le dire, j'ai eu la chance d'avoir une épouse j'ai toujours la chance d'avoir une épouse qui dès le départ, elle, les chiffres, c'était son truc, elle connaissait parfaitement. Bon, et moi, j'ai pu développer tout ça et développer mon activité parce que, bon, j'ai jamais eu de salarié, bien évidemment, mais j'avais vraiment un conjoint, j'ai toujours un conjoint, une conjointe, collaboratrice qui gère véritablement tout ce qui renvoie à ce qu'il va faire là, non pas faire rentrer du chiffre d'affaires, ça c'est mon truc à moi, mais en revanche le gérer intelligemment, préparer l'avenir, toute cette chose-là qui moi me dépasse totalement, c'est vraiment elle, hein, c'est Evelyne, c'est mon épouse, on se connaît depuis 44 ans quand même, hein. Voilà, et, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, donc si j'avais pas eu une personne à côté de moi pour piloter tout ça, il y aurait eu un souci. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, moi, au départ, je m'étais dit, en tant qu'entrepreneur, je vais trouver mes clients. Bon, oui, j'ai trouvé mes clients tout seul. Et c'est vrai que globalement, j'ai toujours trouvé mes clients tout seul, ou plutôt, ils m'ont trouvé. Mais j'ai aussi bénéficié de réseaux. Dans le monde de la conférence, il y a des intermédiaires. C'est l'équivalent des agents d'artistes, hein, pour les comédiens, hein, ou pour les chanteurs. Dans le monde des conférenciers, il y a ce qu'on appelle des speakers bureaux. Un speakers bureau, c'est une structure où des gens vont venir vont vous aider, vont vous présenter des clients, etc. Et donc moi j'ai créé des relations de partenariat avec pas mal de speakers bureaux de la place à Paris, puis en France après. Et ça aussi, ça a été, ils m'ont aidé. Ça représente aujourd'hui, vous voyez, à peu près, les clients qui arrivent par les speakers bureaux représentent à peu près 15%, 20% de mon activité. Et puis dans les années 2000 et quelques, est arrivée la révolution des réseaux sociaux. Ah, alors là, ça a tout chamboulé, vous voyez, parce que moi, dans mon métier, il fallait absolument que je puisse mettre en scène un certain nombre de choses. Et ce sont moi, mes étudiants, hein, au départ, c'est mes étudiants, vraiment, qui m'ont donné un coup de main dans les années 2006, 2007, 2008, en mettant des petites vidéos de moi sur YouTube, en m'aidant vraiment à créer la page LinkedIn, etc.
Et c'est là où je me rends compte que, bon, moi, j'ai vraiment un savoir-faire de conférencier, bien sûr, mais ça n'a pu réussir que parce que j'avais tous ces gens autour de moi. D'accord. Et ça en arrive à ce que vous êtes en train de développer en ce moment. La prochaine activité, vous parliez tout à l'heure, donc… Attendez, parce que là, je vous ai perdu. Ah c'est bon, vous m'avez retrouvé? Ah, Ah, je moi de commence mon à vous côté. retrouver, oui. Ah d'accord, ok. Moi c'est bon. Ah oui, ça en arrive, donc on en arrive à ce que vous êtes en train de développer en ce moment, qui est la conséquence de tout ce que vous avez observé pendant toute cette vie professionnelle. Vous me voyez? Vous m'entendez? Là, je suis navré, mais là, Non, vraiment, je vous en prie, je vous en prie. je, Alors, est-ce que vous surtout, me… alors, oui, parlez voilà, de ce que je fais maintenant, vous me dites. Oui. En fait, moi, maintenant, voilà, je vais sur mes 65 ans, donc je vais administrativement parlant, en tant qu'entrepreneur, je vais prendre plutôt ma retraite de salarié, parce que je suis salarié, moi je suis prof dans une école, vous voyez, mais j'ai toujours été indépendant. Donc ce que je vais faire, pour des raisons je dirais, qui seront évidentes pour tous les entrepreneurs, surtout les indépendants qui nous écoutent, je vais là aussi régler tout ça. Et je vais, puisque maintenant j'ai 2 filles, moi qui ont 23 et 25 ans, je vais créer une société, je vais me lancer là-dedans, je vais me créer une société avec mes 2 filles, qui continuera d'ailleurs, moi, à développer et à mon activité de conférencier. Et elles, je leur ai dit, mais puisque vous avez 23-25 ans, tôt ou tard, vous allez apprendre, vous allez avoir des savoir-faire, et ces savoir-faire seront probablement vendables à des gens qui en auront besoin, et vous allez voir, un jour, vous allez vous trouver des clients, et vous allez devenir des slasheuses, comme on dit aujourd'hui. Et moi, je crois beaucoup à ce modèle. Je pense que c'est le modèle aujourd'hui où on a un tiers de sa vie où on est salarié, un tiers de sa vie et de ses revenus où on est indépendant, et un tiers de sa vie où on fait du bénévolat, de l'associatif pour des causes, etc. Voilà. Sur l'aspect professionnel, là, ça colle. Et puis tout le reste du temps, ben, on s'occupe de soi, de sa famille, de son développement personnel, du sport, et puis on prend du bon temps. Voilà. Mais je pense que le modèle actuel de pluriactivité, et pour les jeunes en plus, mais même pour les gens comme moi, parce que j'ai beaucoup de copains retraités qui font ça. Ils ont leur retraite, ils ont créé une boîte à côté et ils font du bénévolat sur un certain nombre de choses. Donc, ce modèle tripartite, il me semble, comment vous dire, il me semble sain parce qu'il maintient véritablement en activité, tout en rajoutant quand même un petit plus qui est la liberté. C'est-à-dire le fait de dire, bah, tiens, là, pendant un mois, j'arrête, je pars au soleil. Ou bien, je vais me former, si je me forme à quelque chose, je bloque 15 jours pour suivre un stage approfondi d'eux. Je n'ai plus à me poser des questions sur un certain nombre d'autres engagements. Donc voilà, je pense que ça doit maintenir en forme ce genre de choses. En tout cas, c'est un pari optimiste que je fais. Ouais. C'est le même pari et je partage cette même vision des choses depuis un certain temps, comme quoi, voilà, le monde change et que le fait de rentrer dans une structure à 20 ans et d'en sortir à 60 ans, de faire toujours le même métier, on n'est plus du tout dans ça, voire même on va de plus en plus faire appel à des consultants extérieurs et diminuer la masse salariale et le nombre de salariés. On ne gardera qu'un noyau dur et pour beaucoup de missions, on va faire appel à d'autres personnes extérieures. Ah, oui, on a ça. Et alors, comme la vie en fait est bien faite et est multiple, vous avez aussi le cas, parce que moi, encore même chez des amis, vous voyez, de mes enfants, donc j'ai des générations de 20-30, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont vraiment, par vocation, ils ont vraiment trouvé très vite une entreprise dans laquelle ils veulent absolument rester parce qu'ils le sentent très bien. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on vit maintenant dans un monde où les modèles, les parcours professionnels peuvent être diversifiés. Mais là, je vous rejoins sur le fait que je ne vois pas comment, sur des vies professionnelles longues, diversifiées, riches, comment est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut passer à côté de la dimension entrepreneuriale. Et heureusement, en tout cas en France, la loi est bien faite parce que moi, à l'époque, quand moi j'ai démarré, les auto-entrepreneurs, ça n'existait pas, les SASU, ça n'existait pas. Enfin, vous voyez, donc l'arsenal aussi réglementaire, juridique, maintenant offre des tas de possibilités. Voilà, entre le travailleur indépendant de base et puis la société à responsabilité limitée ou la société anonyme, il y a plein de possibilités. Voilà.
Tout à fait. Avant de conclure pour la petite histoire, eh bien, j'ai quitté le monde du salariat à 55 ans. Voilà. Voilà. Donc, je Et fais vous partie êtes entré dans un autre monde de création de valeur. Voilà. de Et vous ne le création. regrettez pas. Et Non, vous le je ne regrettez. regrette pas. Voilà. Non, non, parce que chaque jour est un jour d'apprentissage, chaque jour est un jour d'évolution. Je trouve ça juste extraordinaire. Et lorsque j'ai fait ça, ma mission, c'était me réaliser moi pour mes 10 dernières années de mon activité professionnelle en me disant j'ai envie de faire quelque chose que j'aime, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'apporter mon expertise. Et j'en arrive à la conclusion, en fait. Merci pour le partage sur l'optimisme, le mindset et sur votre vie entrepreneuriale. La conclusion que j'en tire sur votre vie entrepreneuriale, c'est que vous avez su, c'est bien s'entourer. Ah c'est oui. l'exemple que vous avez donné avec votre épouse. Deux, c'est évoluer. L'évolution avec les réseaux sociaux, ne pas rater le train qui passe. Moi, je dis toujours, c'est comme si on est sur un quai. On est sur le quai, on attend que le train arrive et parfois, on reste très longtemps sur le quai et on ne voit pas que le train y passe devant nous parce que on est... Et je pense aussi, moi, en ce qui me concerne, je crois que j'avais une trentaine d'années et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Pierre Doré, qui était un collaborateur, qui travaillait avec Hervé Seriex à l'époque et qui avait créé l'Institut européen du leadership. C'était déjà un monsieur très âgé, avec une grande sagesse, une grande expérience de l'entreprise. Et alors, il m'avait développé une notion qui lui tenait beaucoup à cœur et qui, moi, m'a toujours accompagné. C'est ce qu'il appelait la loi d'échange de valeur et d'utilité. Et donc, je trouve que il m'a dit, tu vois, si tu pratiques ça, tu verras, tout sera possible pour toi. Et donc, je voudrais juste vous donner cette loi d'échange de valeur et d'utilité qui me semble être particulièrement pertinente. C'était la suivante. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Voilà. Donc, dès l'instant où je me mets en situation, moi, d'aider les gens dont j'ai besoin à atteindre leurs objectifs, je crée sur la longue durée, obligatoirement un jour ou l'autre, une mécanique de réciprocité qui me reviendra dessus. Et quand bien même elle ne reviendrait pas, ça n'est pas grave, j'aurais quand même contribué à faire avancer quelque chose. Très belle conclusion. Merci de m'aider justement là et de nous aider, tous ceux qui participent à ce défi, à ça. Merci beaucoup vraiment de tout ce qui a été partagé. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. De même, merci infiniment à vous. Et merci. à bientôt. À bientôt. Au revoir.